revendication surtout pour cette je ne sais pas comment on peut l'appeler, secte ou dogme du web. Je donner la parole à M. Asselineau. Alors, en France, qu'est-ce qui se passe en France? Il faut apporter des explications sur ce devenir de la liberté d'expression et surtout de la politique en France. Merci Karim Mansouri. Je vais parler de la situation française, mais comme vous allez le voir, finalement, elle présente des points communs tout à fait significatifs avec ce qu'a dit bien mieux que moi, avant moi, Samir Amin et Mesri Haddad. J'en retire de leurs propos d'ailleurs trois grandes idées forces. La première, vol de la démocratie par travestissement des volontés populaires. Premier point. Deuxième point, soumission à un ordre international dirigé par Washington et dont le vecteur essentiel est l'OTAN. Et troisième idée force, volonté de destruction des États-nations. Eh bien, ces trois forces-là sont actuellement à l'œuvre au sein même de la République française. Alors, je vais me présenter à vous pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis de formation, je sais, j'ai fait l'ENA, j'ai été haut fonctionnaire, j'ai été dans le cabinet ministériel, et je suis de sensibilité non pas communiste, mais de sensibilité plutôt gaulliste. Et d'un gaullisme ouvert, comme a été d'ailleurs le gaullisme dans la grande époque, que ce soit celui du Conseil national de la résistance ou celui des années 60, c'est-à-dire essayer de rassembler tous les patriotes français qui veulent avoir un pays souverain et indépendant et démocratique. Alors le premier point, c'est le vol de la démocratie et le travestissement des volontés populaires. Ce n'est pas tout à fait nouveau dans notre histoire, vous vous rappelez peut-être, en 1830, Charles X, qui était un fief réactionnaire, avait demandé au prince de Polignac, qui était son premier ministre, de revenir sur la liberté de la presse qui avait été accordée par Louis XVIII à la Restauration, sous la pression des troupes étrangères. Et donc ça avait provoqué les fameuses Trois Glorieuses, vous savez, en 1830, en juillet 1830, et le peuple de Paris voulait la République. Eh bien, on leur a dit non, finalement, c'est pas du tout la République que vous voulez avoir un autre roi, une autre dynastie, et donc on leur a fourgué le duc d'Orléans. Et on est passé des Bourbons aux Orléans. Et qui est-ce qui a fait ça d'ailleurs? C'était des banquiers déjà, c'était le banquier Lafitte qui a dit pas la République. Et en 1848, rebelote, de nouveau, alors cette fois on a chassé une filée, et puis on a installé Louis-Napoléon Bonaparte, on voulait recréer la République, et puis comme vous le savez, ça s'est mal terminé, puisque Louis-Napoléon Bonaparte a fait un coup d'État et a recréé l'empire de Napoléon, de son oncle Napoléon Ier. Alors nous, en ce moment, on est dans une situation qui ne nous a pas échappé, nous sommes en campagne présidentielle. Et il y a des gens qui disent, le 22 avril, donc dans quelques jours, dimanche, nous allons avoir le premier tour des élections. C'est faux. Ce n'est pas du tout le premier tour des élections présidentielles. C'est le troisième tour. Et j'en parle en connaissance de cause, puisque j'ai donc créé un mouvement politique, voici 5 ans. La particularité, j'aurai l'occasion d'en revenir tout à l'heure, c'est je suis le seul, nous sommes les seuls sur la place publique à avoir quelques idées forces, notamment de proposer la sortie de l'Union européenne par la dénonciation des traités européens et la sortie de l'OTAN, et pas seulement du commandement militaire intégré de l'OTAN. Moi, j'ai fait acte de candidature le 3 décembre dernier à Nogent-sur-Marne en présentant mon programme, qui d'ailleurs est sur Internet, vous le trouverez pour ceux qui sont intéressés sur le site de l'UPR. Et puis qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai découvert qu'il y avait en fait un premier tour. Le premier tour, nous avons une espèce de suffrage ultra censitaire. Le premier tour, il est dévolu à environ une trentaine de personnes en France, qui sont les 30 journalistes politiques des 30 principaux médias nationaux. Médias qu'ils soient privés ou publics d'ailleurs. TF1, France 2, France 3, Canal+, M6, les télévisions, BFM, TV, iTélé. Ce sont France Inter, France Info, Europe 1, RTL, RMC, et puis c'est Le Figaro.
Figaro, Le Monde, Libération, dont d'ailleurs Samir Amin et Bernard faisaient remarquer à quel point maintenant ils étaient en fait un coup de chose. Et donc tous ces journalistes politiques ont droit de vie ou de mort médiatique sur un candidat, puisqu'il suffit qu'il n'en parle pas pour qu'il n'existe pas. Vous savez, c'est un des dictons journalistiques, ce qui existe, c'est ce dont on parle. Si on ne parle pas de quelque chose, ça n'existe pas. Exister, ça vient du latin existere, se tenir en dehors, justement quelque chose que l'on fait ressortir. Alors j'ai eu droit, moi et puis l'ensemble des personnes qui me soutiennent, nous avons maintenant plus de à peu près 1500 adhérents dans ce mouvement politique, c'est pas tout à fait rien, et des dizaines de milliers de sympathisants, j'ai eu droit à un traitement tout à fait particulier, c'est-à-dire le verrouillage médiatique absolu. J'étais le candidat dont même le nom ne devait pas être prononcé. Pour vous donner un exemple de la façon dont ça fonctionne, j'aime bien les chiffres. Je vais vous donner les chiffres tels qu'ils ont été calculés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les passages à la télévision entre le 1er et le 27 janvier de cette année, c'est-à-dire au moment capital, crucial pour essayer d'obtenir ces fameux 500 parrainages sur lesquels je vais revenir tout à l'heure, puisqu'il faut avoir 500 parrains. Eh bien, pendant cette période, M. Hollande, qui avait fait l'acte de candidature, est passé seulement sur les télévisions françaises, selon les calculs du CSA, je le répète, du 1er au 27 janvier, a eu droit à 62 heures en cumul. M. Sarkozy a eu droit à peine moins, et un petit peu moins, ce n'est pas sans intérêt, a eu droit à 59 heures. Il est vrai qu'il n'était pas d'ailleurs candidat, déclaré. Et puis après ça, vous avez eu M. Bayrou, qui avait 15 heures. Vous voyez qu'il y a déjà un décalage de 62 à 15. M. Bayrou n'avait déjà plus qu'un quart. Et puis après ça, vous aviez Mme Le Pen. Mme Le Pen, vous savez, qui prétendument est la grande opposante au système. Elle a eu 12 heures. C'est moins bien que les autres, mais c'était quand même 12 heures. Et puis après ça, vous aviez M. Mélenchon, 9 heures. Et puis après ça, vous aviez Mme Joly, 5 heures. Et puis M. De Villepin, ancien Premier ministre français quand même, mais mal vu notamment depuis le discours de 2003 à l'ONU, contre la guerre en Iran, et mal vu par Nicolas Sarkozy. Lui, il a eu droit à 2 heures. Vous voyez déjà que Mme Le Pen a 12 heures et M. De Villepin 2 heures. Curieux. Et puis après ça, vous aviez les petits candidats qui avaient 1 heure, Mme Boutin, M. Dupont-Aignan, etc. Puis en bout de course, vous aviez M. Poutou, 35 minutes, et puis après ça, M. Nious, 9 minutes. Et puis François Asselineau, lui, il a eu droit à 0 heure, 0 minute et 0 seconde. Donc, comme nous avions plus de 250 militants, parmi lesquels d'ailleurs il y en a dans cette salle, qui sont allés voir des maires à travers la France en leur présentant le programme dont j'ai un peu l'outrecuidance de penser que c'était le programme et que ça demeure le programme le plus construit, le plus, comment dirais-je, à la hauteur des enjeux de ce que doit être l'élection présidentielle, je reviendrai tout à l'heure. Alors on voyait des maires qui disaient, mais en gros, mais c'est très gentil, c'est très intéressant, mais c'est qui ce monsieur? On n'en a jamais entendu parler. Alors on a eu quelques parrainages, quelques promesses. Fin décembre, plus le temps avançait, moins c'était facile d'en avoir, puisque les maires regardaient dans les journaux, regardaient les sondages, les sondages que n'apparaissaient non plus dans aucun sondage. Et donc à la fin des fins, les maires disaient, bon, écoutez, on ne va pas donner notre parrainage à quelqu'un qui n'existe pas. Donc c'est le premier fondamental, premièrement, le premier tour de la présidentielle qui se trouve là. On a saisi, j'ai écrit à 57 médias en France, à m'être accusé, recommandé avec accusé de réception. J'ai eu les 57 accusés de réception, ça les ai eu. On a eu 2-3 réponses. Les réponses c'était « Ah, mais on vous donnera la parole quand vous aurez les 500 parrainages. » Alors je disais « Oui, mais alors attendez, je ne comprends pas, parce que vous donnez la parole à Mme Le Pen parce qu'elle n'a pas ces 500 parrainages. Madame Le Pen n'arrive pas à avoir ses 500 parrainages, donc vous lui donnez la parole. Et moi, parce que je ne les ai pas, vous ne me donnez pas la parole. D'ailleurs,
personne ne les arrête encore, puisque on en est encore au stade des promesses. Alors, il y a un deuxième tour, qui est le tour des parrains. Le mot même de parrain, qui n'est pas le mot d'origine. Normalement, c'est le pouvoir de présentation. Et le mot même de parrain met un peu la puce à l'oreille. Est-ce que ça veut dire que c'est spontanément dans l'inconscient collectif qu'est apparue cette notion de parrain? Et parrain, ben, ça vous fait penser, bien sûr, à un système mafieux. Et oui. En vertu de quoi? En vertu de quoi 40 000 personnes en France qui sont les détenteurs du pouvoir de représentation de la candidat ont-ils ce pouvoir? Il n'y a aucune raison au monde pour que 40 000 personnes aient droit à voter pour les autres. À l'origine, je rappelle que lorsque Charles de Gaulle a proposé aux Français, par un référendum de 1962, l'élection du président de la République au suffrage universel, de Gaulle l'avait fait pour lutter, parce que de Gaulle s'inscrivait dans une très longue tradition française de nature capétienne, si j'ose dire, et ensuite révolutionnaire. Vous savez que toute l'histoire de France, finalement, ça a été des chefs d'État, des dirigeants qui ont essayé de lutter contre toutes les féodalités. Saint-Louis, par exemple, qui rendait la justice sous son chêne en 1240, eh bien, il rendait la justice, il donnait justice aux manants, aux paysans, contre le seigneur. Il luttait déjà contre les féodalités. Il a même créé, d'ailleurs, des établissements de commun profit, c'est-à-dire des hospices où des indigents pouvaient venir, qui étaient révolutionnaires au Moyen-Âge, que quelqu'un qui n'avait rien pouvait se faire soigner, comme quelqu'un qui était riche. C'était les ancêtres même de nos services publics, et ça a tellement plu au peuple français qu'il a exigé de la papauté que Saint-Louis, enfin que Louis IX soit canonisé, ce qui a été dès la fin du XIIIe siècle. C'est une tradition qui remonte à loin. Louis XIV, dans sa jeunesse, vous savez qu'il a failli y passer, puisqu'il avait donc la fronde, partie de l'étranger, comme on disait. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? À peine a-t-il pris le pouvoir, il a envoyé dans les provinces qu'on appelait les grandes journées modernes, il a envoyé des commissaires pour aller recueillir les doléances de la population contre les grands seigneurs. Et Louis XIV, ce n'est pas un modèle de démocratie, bien entendu, mais Louis XIV a créé Versailles pour avoir sous la main tous les féodaux, tous les gens qui pouvaient venir au pouvoir central, et donc pour jouer en fait le peuple contre les féodaux. C'est ce qui s'est passé aussi avec la nuit du 4 août, avec la suppression et l'abolition des privilèges. Donc De Gaulle s'inscrivait dans cette longue tradition qui est à la fois monarchique et républicaine, et De Gaulle avait donc voulu lutter contre ce qu'il appelait le régime des partis, c'est-à-dire en fait les féodaux de notre époque. C'est qui les féodaux? À l'époque monarchique, c'était le prince de Conti, c'était le duc le duc de Bourgogne, c'était ça les grands féodaux qui s'opposaient au pouvoir de la France. Mais désormais, c'est quoi les grands féodaux? Les grands féodaux, ce sont les partis, et ce sont les grands groupes industriels et financiers, c'est ça les grands féodaux de